Alors aujourd'hui, on repart avec mon Almagnac de 2018. Expressions françaises et leur origine. On continue dans la lancée. Alors, on s'était arrêté, il me semble, au 10 janvier. Je sais plus, se faire du mouron, je crois qu'on l'avait. Il me semble qu'on l'avait fait. Il me semble que je vous l'avais lu, se faire du mouron, oui, être chauve et tout ça. Alors, première expression du jour, être en phase. Bien s'entendre, avoir une certaine complicité dans un débat, être du même avis. Lorsque deux ou plusieurs personnes se comprennent bien ou sont du même avis sur un certain sujet, on dit volontiers qu'elles sont en phase. Cette expression assez récente, elle apparaît vers 1980, vient du monde de la physique, plus précisément de l'étude des ondes en acoustique, en électricité, etc. Lorsque deux ondes ont la même fréquence et présentent en même temps des maxima et des minima, on dit alors qu'elles sont en phase. Au contraire, si elles sont en décalé, l'une par rapport à l'autre, on dit qu'elles sont déphasées. Et si elles sont au contraire à l'une, et si elles sont contraires l'une à l'autre, le minimum de l'une correspond au maximum de l'autre. On dit qu'elles sont en opposition de phase. Ainsi, deux personnes en phase ont les mêmes idées et ressentent les mêmes choses. On peut également dire qu'elles sont sur la même longueur d'onde. Autre expression tirée elle aussi du monde de la physique. Deuxième expression, mot, failloter. Se montrer obséquieux, chercher à rendre service à une autorité pour obtenir ses bonnes grâces. On trouve très souvent dans les classes un ou plusieurs élèves considérés comme des faillots, c'est-à-dire des enfants cherchant à complaire au professeur, à le flatter pour être bien vu de lui. Le même phénomène peut d'ailleurs être observé dans le monde professionnel. Dès le XVIIIe siècle, le mot faillot désigne un haricot sec. Ce légume peu coûteux et nourrissant
nourrissant était très régulièrement servi aux soldats et en particulier aux marins. Il revenait souvent, disait-on. C'est pourquoi au début du 19e siècle, les marins ou les soldats qui s'étaient réengagés après avoir fini leur période de service ont été surnommés faillots. Ils revenaient eux aussi, au lieu de quitter la caserne ou le navire. Et comme ces militaires réengagés donnaient aux autres l'impression, peut-être justifiée, de chercher à plaire aux officiers, de faire du zèle dans l'espoir d'obtenir une promotion, le mot faillot a commencé à désigner à partir de 1880 un soldat qui en fait un peu trop, qui cherche à se faire bien voir. Troisième et quatrième, parce que les week-ends, il n'y en a qu'une seule. Un choix cornélien. Un choix douloureux, difficile, dans lequel on perd de toute façon quelque chose d'important. Lorsqu'une personne est confrontée à un choix tel qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution, lorsqu'il implique pour elle un déchirement ou une perte, on parle d'un choix cornélien. Cet adjectif apparu vers 1764 sous la plume de Voltaire fait référence à Pierre Corneille, 1606-1684, l'un des plus grands dramaturges français du XVIIe siècle. En effet, les tragédies de Corneille, et en particulier sa fameuse Le Cid, composée en 1637, mettent leurs héros face à des choix terribles entre passion et devoir. Le jeune noble Rodrigue doit venger l'honneur de son père en tuant celui qui l'a giflé et qui n'est autre que le père de sa fiancée. De même, dans Horace 1640, le héros doit défendre sa patrie en tuant au combat le fiancé de sa sœur. On voit que les personnages de Corneille ne sont guère épargnés. Et on comprend que leur triste situation ait fait naître une expression qui a pu parvenir jusqu'à nous. Expression suivante: faire un virage à 180 degrés, faire demi-tour, changer complètement d'avis. Sur ce sujet, machin a viré à 180 degrés. Cette expression qui vient du monde de la marine ou de l'aéronautique désigne un revirement complet d'opinion, que ce soit par opportunisme ou de façon sincère. Pour la comprendre, il faut se souvenir de ces cours de géométrie. Un angle droit fait 90 degrés, de sorte que 4 angles droits successifs qui vont dessiner un cercle représentent 360 degrés, et que 2 angles droits successifs qui correspondent à un retournement font 180 degrés. Dans les bateaux ou les avions, les instructions de pilotage sont données en utilisant ces angles. Mettez la barre à bâbord de 15 degrés ou entamez un virage à droite de 35 degrés. Et l'instruction virer à 180 degrés correspond donc à un demi-tour. Ainsi, au sens figuré, virer à 180 degrés ou faire un 180 signifie passer d'une opinion à l'opinion opposée, changer complètement d'avis sur une question. À noter que
chargement parle parfois d'un virage à 360 degrés. C'est évidemment une erreur, puisque cela correspond à un tour complet. Quelqu'un qui virerait à 360 degrés se retrouverait donc dans sa position de départ. Alors, expression suivante, un coup de Trafalgar. Un événement douloureux, inattendu, qui laisse sans ressources. Pour le président, la démission soudaine de Monsieur Machin a été un véritable coup de Trafalgar. Cela signifie que cet événement imprévu, désastreux, a laissé le président abattu et en grande difficulté. L'expression apparaît vers 1890, mais elle fait référence à la bataille navale livrée le 21 octobre 1805 entre les flottes anglaises et franco-espagnoles dans le détroit espagnol de Trafalgar. Alors que Napoléon projetait d'envahir l'Angleterre et avait besoin pour cela de rassembler ses navires et ceux de son allié espagnol, l'amiral anglais Nelson ruina pour toujours ses espoirs en anéantissant à Trafalgar une grande partie de cette flotte. 21 navires détruits, plus de 4000 marins tués et 8000 prisonniers. Après ce coup désastreux, Napoléon dut renoncer à tout projet maritime et l'Angleterre devint, pour plus d'un siècle, la maîtresse incontestée des mers. D'ailleurs, de nos jours encore, le Royaume-Uni célèbre chaque année son Trafalgar Day, l'anniversaire de cette bataille. Expression suivante, un homme de paille, un homme qui agit pour le compte d'un autre, qui sert de prête-nom. Promoteur, il voulait, canaille, que je fasse dessous de table, homme de paille, chantait Alain Souchon en 1977. Lorsqu'une personne veut conclure une affaire sans apparaître elle-même au grand jour, elle fait appel en cachette à un comparse qui agit pour elle en faisant mine de travailler pour son propre compte. Un tel comparse est appelé homme de paille. À l'origine, la paille symbolise la pauvreté, comme dans les expressions être sur la paille, coucher sur la paille. Et au XVe et XVIe siècle, on appelle homme de paille une personne pauvre, sans ressources et donc facile à acheter. C'est ainsi que l'expression en vient à désigner quelqu'un payé pour effectuer une besogne malhonnête, un faux témoignage par exemple, ou pour servir de prête-nom. Avec le temps, la première signification a disparu et nous n'avons conservé que ce sens de prête-nom, de personne payée pour agir à la place d'une autre. Expression suivante, le macadam, chaussée formée de pierres concassées et agglomérée avec du sable, par extension route de pierre recouverte de goudron. C'est vers 1824 que l'ingénieur écossais John McAdam, 1756-1836, chargé de gérer les routes d'Écosse, imagine de les renforcer en remplaçant le pavage traditionnel par un revêtement de pierres concassées et agglomérées entre elles par du sable.
C'est un double progrès à la fois parce que le procédé est plus économique et parce qu'il offre un revêtement qui permet de rouler à des vitesses plus élevées. En 1827, MacAdam sera alors chargé de gérer l'ensemble des routes de Grande-Bretagne et son procédé, les routes à la MacAdam, sera repris dans toute l'Europe, le nom commun macadam apparaissant vers 1840 pour les désigner. Dès 1850, une amélioration est apportée en recouvrant les pierres concassées de bitume ou d'asphalte, d'où le mot asphalte pour désigner une route ou un trottoir. Et dès 1845, on trouve le mot macadam en français comme équivalent de chaussée ou de trottoir. À la fin du 19e siècle, faire le trottoir pour une prostituée se dit même parfois faire le macadam. Avant-dernière expression, s'embarquer pour s'y taire, commencer une relation amoureuse, s'isoler en compagnie de l'être aimé. Lorsque deux personnes entament une relation amoureuse passionnelle et tendre, on dit parfois qu'elles s'embarquent pour s'y taire. Cythère est une île située au sud de Péloponnèse et au nord de la Crète. Selon la mythologie grecque, Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, serait née des flots tout près de cette île qui lui fut dès lors consacrée. Cythère aujourd'hui, Cérigo, devient ainsi l'île de l'amour et l'expression embarquer pour Cythère, et l'expression embarquer pour Cythère apparut au XVIIIe siècle pour désigner les premiers rendez-vous amoureux. Le musicien François Couperin, 1668-1733, et le peintre Antoine Watteau, 1684-1721, composèrent sur le thème de Cythère, et lorsque le navigateur Louis-Antoine de Bougainville, 1729-1811, découvrit l'île de Tahiti, il fut si ébloui par la douceur du climat, la profusion des fruits et l'accueil des indigènes qu'il la baptisa la Nouvelle Cythère. Et au XIXe siècle, Hugo, Verlaine, Baudelaire, Ravel et Debussy consacreront eux aussi des œuvres à cette île mythique. Et enfin, dernière expression, être au four et au moulin, devoir s'occuper de tout soi-même, devoir faire beaucoup de choses à la fois. En principe, dans la chaîne de fabrication du pain, les tâches sont bien partagées. Le paysan cultive le blé, que le meunier transforme en farine, que le boulanger transforme en pain. À la fin du XVIe siècle, tout le monde sait cela. L'expression « être à la fois au four et au moulin » qui apparaît vers 1610 est donc particulièrement bien choisie pour évoquer la situation d'une personne qui doit tout faire, s'occuper de tout, sans pouvoir rien déléguer. Mais pourquoi four et moulin plutôt que par exemple champ et moulin ou champ et four? C'est que du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, le four et le moulin appartenaient tous deux aux seigneurs qui, pour leur utilisation, touchaient une redevance. Et tous deux étaient des endroits de rencontre, comme en atteste le proverbe du XVIe siècle. Au four et au moulin, on apprend toutes les nouvelles. Et voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, oui.
j'ai encore appris plein de choses. J'espère que vous aussi les amis. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, buvez de l'eau et soyez prudents. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis à la prochaine les amis. Mouah.